Bonsoir à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints encore nombreux ce soir. On est déjà plus d'une quarantaine et puis les autres arriveront par la suite. Donc on a l'honneur de recevoir Paul pour cette dernière conférence de l'année, alors de l'année 2020 parce que nous sommes basés sur le calendrier scolaire, étant donné que pour rappel, donc l'AEGE, qui est l'association des anciens de l'école de guerre économique, euh, et donc l'assaut des anciens de l'école. Et nous avons plusieurs clubs, ce que nous appelons clubs, qui sont des groupes qui sont animés à la fois par les étudiants et par les anciens sur plusieurs thématiques qui touchent de près ou de loin à l'intelligence économique, donc le cyber, la sûreté, les risques, l'influence, l'analyse et tous ces sujets-là. Et donc nous organisons une série de conférences tous les mois comme celle-ci, qui sont toujours gratuites avec pour objectif de partager à tous, alors principalement aux anciens de l'école, mais aussi à toutes les autres personnes qui seraient intéressées. Et, donc, vous êtes tous les bienvenus. Et puis, ces conférences seront donc repostées par la suite sur YouTube en replay. J'ai envoyé le lien, je vous le redonnerai à la fin de la conférence, ne vous inquiétez pas. Et donc, on reçoit Paul sur un sujet qui est, moi, que je trouve passionnant et qu'on n'a encore pas traité. Et je pense que il a beaucoup plus d'expertise que moi pour en parler, donc il vous en parlera bien mieux que moi. Mais on va parler des stratégies, des opportunités pour développer les entreprises à l'étranger, avec l'exemple de la cybersécurité aux États-Unis. Et donc, nous sommes avec, aussi avec Julie qui va dire quelques mots, étant donné qu'il y a un club startup qui a été lancé cette année. Donc, vous parlez de plein de clubs, et il y a un club startup aussi. Donc, Julie, je te laisse dire quelques mots sur le club. Merci. Paul, enchanté. Donc, je m'appelle Julie Rousseau. J'ai effectivement, en partenariat avec Alizé Guillet, qui est actuellement étudiante à l'EGE, lancé cette année ce club startup, qui a un objectif un peu double, à la fois d'apporter plus de connaissances sur l'intelligence économique pour les startups, mais aussi de se questionner sur la place des startups dans l'intelligence économique et dans la guerre économique. Voilà, donc on se réjouissait d'être partenaire de cette conférence avec le club cyber, d'abord parce qu'on a vocation à interroger un peu tous les sujets, donc on a aussi des projets avec le club risque, on est un club un peu plateforme, et d'autre part parce que clairement la question des enjeux de pénétration de marché est un sujet clé pour les acteurs de petite taille, d'autant que qui évoluent dans un écosystème où on les encourage à être internationaux dès le départ. Donc voilà, donc où des enjeux se posent. Donc merci Jérôme pour cette opportunité. Bah, avec plaisir. Et puis, donc, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à Paul pour rappel dans le chat. Et elles seront posées à la fin. Je lui poserai à la fin à la voix, donc en fin de présentation. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat tout au long de la présentation. Je vous souhaite une excellente conférence. Et puis, Paul, je vais arrêter de parler. Et je pense que parce que ce qui intéresse les gens, c'est toi, c'est pas moi. Donc, je te laisse la main. Et encore merci beaucoup de ta venue et de cette clôture de belle année. Merci à toi, merci à vous tous d'être connectés, et puis merci Julie, enchanté, au plaisir de me connecter avec toi. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, Jérôme m'a gentiment convié pour vous parler un peu des stratégies et opportunités pour le développement des entreprises à l'étranger. On va se concentrer sur les États-Unis, qui est le sujet de mon métier, et puis la cybersécurité, qui est une des entreprises que j'ai accompagnées et que mon équipe accompagne en ce moment. Ce que je propose très rapidement, c'est que je me présente. Je suis chef de pôle Startup Deep Tech en Amérique du Nord chez Business France. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec cette agence. Business France, c'est une agence subventionnée par l'État français sous la tutelle des ministères des Affaires étrangères et de l'économie, dont le métier est d'aider les entreprises françaises à l'export et à l'étranger. On est plus de 1500 collaborateurs dans le monde entier, avec une grosse moitié de ces collaborateurs un peu partout, notamment en Amérique du Nord, où on est près d'une centaine entre les États-Unis et le Canada. Et puis, en ce qui concerne les startups, nous sommes une dizaine répartis en deux équipes, dont je fais une partie, celle concentrée sur les startups deep tech, au sein desquelles notamment il y a le sujet cybersécurité. Je suis en parallèle programme manager du programme Impact USA, qui est un programme dédié aux startups françaises qui veulent accélérer sur le marché américain. Un programme qui est assez élitiste, qui est le fleuron de l'agence Business France et qui se concentre sur les startups B2B, SaaS, autour de la série A.
donc qui ont levé entre 2 et 10 millions d'euros généralement avec des investisseurs français, même si l'ambition est de lever potentiellement par la suite avec des investisseurs étrangers et qui sait américains. Voilà quelques mots sur qui je suis et qu'est-ce que je fais. Ce que je vous propose aujourd'hui pour parler un petit peu des sujets que Jérôme a introduits et qui nous intéressent aujourd'hui, je vous propose de diviser cette présentation en 3 parties. On va parler de manière générale d'abord des bonnes pratiques pour attaquer le marché américain. Je vous parlerai un petit peu des patterns qu'on observe dans les startups françaises qui veulent venir attaquer les États-Unis et le Canada, mais surtout les États-Unis. Et ensuite, on parlera un peu plus précisément de la cybersécurité, d'abord avec des bonnes pratiques sur comment vendre des produits de cybersécurité aux États-Unis et aux acteurs américains qui sont pertinents pour vous. Et enfin, on terminera avec une ouverture un peu sur les grandes tendances de la cybersécurité aux États-Unis aussi pour 2021, puisque ça n'a échappé à personne, il s'est passé 2-3 trucs cette année en 2020. Voilà pour le plan d'aujourd'hui. Je vous encourage très fortement à poser le plus de questions possible dans le chat. Le plus vous posez de questions, le plus Jérôme m'interrompt et le plus je peux m'adapter à ce qui vous intéresse, vous. Moi, ce qui m'intéresse là, pendant l'heure qui nous vient, c'est de faire une discussion qui soit intéressante et que vous sortiez avec des éléments de langage, des informations, des insights qui soient pertinents pour vous, qui vous servent à quelque chose, et que vous ayez l'impression d'avoir gagné du temps et d'avoir appris des trucs. Donc, n'hésitez pas à me couper ou à poser des questions dans le chat s'il y a des choses qui sont moins pertinentes pour vous, ou à l'inverse, s'il y a des choses qui vous intéressent beaucoup. On commence tout de suite avec les bonnes pratiques pour attaquer le marché américain. Alors, pourquoi attaquer le marché américain? Je me doute que si vous êtes sur cette conférence, c'est que vous êtes déjà un peu convaincu. Je reviens rapidement sur quelques grandes raisons pour lesquelles les États-Unis font rêver. D'abord, évidemment, c'est le premier marché au monde. C'est le premier marché au sens consumer, au sens du nombre de consommateurs et du pouvoir d'achat. Plus de 325 millions de consommateurs donc, aux États-Unis. C'est aussi le premier marché au niveau de la cybersécurité avec 170 milliards de dollars. C'est le chiffre de 2019. Le chiffre de 2020 n'est pas encore sorti, il sera probablement beaucoup plus gros et ça représente plus d'un tiers du marché mondial de la cybersécurité. C'est aussi de manière générale la première concentration des Global 500 Companies, donc des 500 entreprises les plus riches, les plus profitables au monde. Et puis, c'est un PIB de 20 trillions en 2019, encore une fois, qui, comme tout le monde, a subi une crise au début 2020, mais qui, là, a recommencé déjà à croître. Et puis, avec l'arrivée des vaccins, on s'attend à une année 2021 un peu plus positive. Deuxième raison, évidemment, c'est l'écosystème tech. On entend tous parler de la Silicon Valley. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a plus de 15 000 startups rien dans la Silicon Valley. Ce qui est intéressant de noter, cependant, c'est qu'on est de moins en moins dans un monde unipolaire avec juste la Silicon Valley et le reste du monde, et de plus en plus dans un monde multipolaire. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, nous avons de plus en plus d'autres villes qui se présentent comme des hubs généralement verticalisés, c'est-à-dire propres à une industrie ou à une autre, mais qui rivalisent de plus en plus avec Silicon Valley. Je suis pour ma part basé à New York, donc peut-être probablement un peu biaisé, mais nous avons plus de 7000 startups ici à New York et l'écosystème startup grandit 2 fois plus vite que la Silicon Valley. Il y a d'autres villes extrêmement intéressantes que vous pouvez avoir en tête. Boston pour la biotech et la santé, Austin pour l'industrie créative et culturelle, ou encore Houston pour l'oil and gas, mais aussi les énergies renouvelables, ce qui est ironique mais en même temps assez compréhensible, ou encore Montréal pour l'intelligence artificielle. C'est aussi évidemment un pays qui est connu pour sa culture pragmatique, même parfois un peu froide. Les Américains savent faire du business et ils le font de manière très efficace. Et il y a des choses intéressantes à faire pour les entrepreneurs français qui veulent attaquer le marché. Et puis enfin, dernier grand argument, c'est le marché du venture capital, du capital risque, le plus mature avec un E, je vous prie de m'excuser pour la typo. En valeur absolue, en 2019, plus de 52% des fonds levés en capital risque l'ont été faits aux États-Unis. On est un peu en dessous des 2% en France, même si on va de mieux en mieux. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'Europe entière représente seulement 8% de la valeur absolue. On est encore des nains par rapport aux États-Unis et à la Chine. On a besoin de plus d'argent, mais en attendant, si on en veut à court terme, on peut venir les chercher aux États-Unis. Un autre point intéressant, n'en déplaise au président sortant, environ un tiers des fondateurs des startups américaines sont en fait des immigrants, c'est-à-dire que ce ne sont pas des citoyens américains, et sont des personnes qui sont rentrées légalement sur le territoire américain. C'est relativement plus facile quand on est un entrepreneur aisé que quand on est un Mexicain qui veut traverser la frontière au sud, mais tout de même, le marché américain est encore très ouvert aux investissements et aux entrepreneurs étrangers qui viennent aux États-Unis. On a beaucoup entendu parler des questions de visa, des différents travel bans qui ont eu lieu sous la présidence de Trump, même avant le Covid. Je pourrais vous parler, si ça vous intéresse, d'exceptions notables d'entrepreneurs français qui, encore aujourd'hui, sont capables de venir aux États-Unis à partir du moment où ils vont faire des affaires. Les Américains sont tout de suite beaucoup plus ouverts.
Et puis, dernier argument, les IPO, hein, c'est un argument pour beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent un jour un peu cash in sur toutes leurs années de travail. Les IPO, ce sont les entrées en bourse, et évidemment, les États-Unis sont là encore leaders sur le secteur. On n'a pas encore de champion français qui réussit à atteindre cette milestone. Mais c'est un marché extrêmement exigeant. Alors évidemment que ça fait rêver, mais j'insiste un petit peu sur 4 pain points principaux. Ces 4 pain points représentent un petit peu les patterns qu'on observe dans la centaine de startups qu'on accompagne par an chez Business France en Amérique du Nord. Je vous les résume ici en 4 bullet points très clairs. Le premier, évidemment, c'est le niveau de compétition. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est surtout vrai aux États-Unis où 30 des plus grandes entreprises de cybersécurité au monde, il y en a 22 qui sont américaines. Et puis, de manière générale, il est quasi systématique que lorsque nous accompagnons une startup française aux États-Unis, il y ait 1 ou 2 startups américaines qui aient une proposition de valeur comparable, généralement une technologie moins bonne, mais une proposition de valeur comparable, et qui, de plus, ont levé beaucoup plus d'argent, généralement 5-10 millions de dollars, et donc ont une force de frappe commerciale beaucoup plus forte. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de chance, au contraire, il faut juste être malin, mais c'est important de l'avoir en tête. Et ça amène au deuxième point, qui est que tout coûte cher. Les États-Unis sont un pays extrêmement riche et aussi extrêmement cher, surtout pour les 2 écosystèmes les plus populaires, qui sont New York et la Silicon Valley. Pour vous donner un ordre de grandeur, le coût d'opération moyen d'une startup tech dans ces 2 grandes mégalopoles est 4 fois plus cher que ce qu'on obtient à Paris. Pourquoi? Parce que les coûts d'opération, les coûts fixes propres au loyer ou au salaire sont 3 fois plus chers à New York et à San Francisco, et que par-dessus ça, il faut rajouter une culture très américaine de l'hyper-spécialisation de chaque employé, ce qui fait qu'il faut généralement plus d'employés américains que d'employés français pour un job égal. Ça amène au troisième point, qui est des process sophistiqués. Les Américains sont champions du monde de la sophistication du process sales. Ce que j'entends par là, c'est qu'il est systématique pour une entreprise américaine d'avoir un cycle de vie client dans lequel 4-5 personnes différentes sont mobilisées pour gérer chaque partie du cycle de vie. Typiquement, si je vous parle d'un process de sales, ce sera un SDR ou un BDR, donc Sales Development Representative ou Business Development Representative, qui va prendre contact avec l'entreprise dans un premier lieu et faire ce qu'on appelle un call de qualification pour récupérer les besoins business de cette entreprise. Et c'est ensuite, s'il arrive à décrocher un vrai meeting client, qui est potentiellement un premier courant d'affaires, alors ce n'est plus le SDR qui gère le meeting, mais ce qu'on appelle un account executive, un vendeur plus senior qui sera le responsable de closer le deal. Une fois que le deal est closé, on passe à un Customer Success Manager, une personne qui est responsable du bien-être du client et de s'assurer que ce client ne churne pas, puisqu'on parle principalement d'entreprises qui sont sous des systèmes de souscription, qui se renouvellent de mois en mois ou d'année en année. Et donc, le churn, c'est quand une personne se désinscrit. Et puis, différent du Customer Success, il y a un Customer Support Manager qui, lui, est responsable uniquement de gérer les questions techniques, les bugs potentiels ou les problèmes de connexion, par exemple. Donc voilà pour vous donner une image de ce niveau de sophistication propre aux États-Unis. Dernier point important à noter, c'est évidemment le réseau limité. Je parle avec beaucoup d'entrepreneurs français qui ont déjà décroché plusieurs très belles références en France, notamment du CAC 40, parce qu'ils connaissaient la bonne personne au bon endroit, qu'ils étaient alumnés de la bonne école ou qu'ils avaient réussi à rencontrer quelqu'un dans un trade show ou un événement. Ça marche aussi aux États-Unis, surtout ce dernier point du trade show et l'événement, mais pour le reste, les Français, évidemment, sont un peu désemparés face à un marché américain dans lequel ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas étudié là-bas pour la plupart, et ils n'ont pas donc ce premier réseau, qui est un sujet pourtant extrêmement important dans la culture business américaine. N'hésitez pas à m'interrompre, je ne vois pas les notifications s'il y a des questions sur le chat, donc je te fais confiance, Jérôme, s'il y a des questions qui… Pour l'instant, il n'y a pas de questions spécifiques, il y a quelques remarques, mais s'il y en a, je te les transmets, ne t'inquiète pas. Ça marche, super. Donc voilà rapidement pour parler de pourquoi est-ce que le marché est exigeant. Tout ça pour vous dire que pour les entreprises françaises qui viennent aux États-Unis, une grande majorité aujourd'hui échoue. Je ne vous dis pas ça pour vous désencourager, je vous dis ça parce que ça veut dire que la plupart viennent en pensant que ça va être facile ou que ça va se faire relativement naturel. C'est une erreur et c'est extrêmement important d'avoir conscience de la difficulté du marché américain pour se préparer de la bonne façon et puis évidemment pour écouter les conseils des personnes qui sont passées avant vous. Et ce que je vous montre là d'ailleurs, ça correspond à une courbe assez populaire aux États-Unis, pas seulement pour les entreprises françaises qui viennent d'ailleurs, mais qui représente une des bonnes pratiques que je vous recommande de suivre. Je ne sais pas si vous connaissez cette courbe.
Mais pour vous expliquer rapidement, vous la connaissez sûrement pour l'histoire de l'adoption des nouvelles technologies. C'est une courbe qui a été popularisée par Geoffrey Moore dans un bouquin qui s'appelle Crossing the Chasm, qui explique assez justement que pour toute technologie, il y a plusieurs populations d'adopteurs. Il y a les innovators, les personnes qui vont acheter l'iPhone le jour de sa sortie, les early adopters qui vont l'acheter un ou deux mois après, mais qui sont toujours très intéressés. Et puis, il y a la majorité, la early majority et la late majority. Et c'est ce gap entre les early adopters et la majorité qui est le plus dur à passer, que ce soit pour du B2C. Je prenais l'exemple de l'iPhone de Steve Jobs, mais c'est pareil pour le B2B et pour les entreprises tech françaises. Il y a toujours ce gap à passer de quelques adopteurs à une majorité de personnes et un process scalable et évidemment des ventes qui peuvent décoller. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer ce gap et à réussir à avoir une meilleure adoption des technologies. J'y reviendrai juste après, mais je voulais juste vous en parler en introduction. Ça amène parfaitement le premier conseil que je voulais vous donner, qui résume en un anglicisme, nail a niche. Ce qu'on entend par là, évidemment, c'est de mieux réussir possible dans un marché niche qui est suffisamment limité et suffisamment petit pour que quand vous connaissez quelqu'un, vous connaissez potentiellement tout le monde. C'est une bonne pratique qui a été faite par beaucoup des grandes success stories américaines. On peut vous citer Facebook, qui a commencé en étant seulement un réseau social pour les étudiants des universités de l'Ivy League, Harvard d'abord, puis quelques autres, et ensuite s'est étendu aux jeunes en général, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Ou Amazon, qui a commencé de manière très basique en vendant des livres sur Internet et qui maintenant vend absolument tout. Donc, c'est intéressant de trouver cette niche et de s'y concentrer. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à décrocher des références propres à cette niche, même si elles sont françaises, il y a de fortes chances que leurs équivalents américains propres à cette niche la connaissent aussi, puisque vous serez dans un écosystème relativement petit où tout le monde connaît tout le monde. C'est ça l'intérêt principal. Je peux vous citer comme exemple Syntony, une entreprise qui n'est pas une entreprise de cybersécurité, mais promis, je viendrai à des entreprises de cybersécurité juste après, qui est une entreprise qui vend des technologies de GPS qui fonctionnent sous terre. Alors, c'est une technologie hyper technique, c'est extrêmement basique, on peut l'utiliser pour des milliers de choses. Ils ont trouvé un use case qui marche extrêmement bien, c'est de vendre leur technologie aux entreprises de métro. Et le métro de Stockholm, le métro de Paris ou encore le métro de Pékin aujourd'hui utilisent leur solution pour pouvoir savoir de manière précise où est le train, à quel moment, et en utilisant une technologie qui est déjà en place, puisque le GPS est quelque chose de mutualisé et de déjà en place. Aujourd'hui, grâce à ces références et grâce au fait qu'ils ciblent un use case très précis, un pain point très précis, ils ont réussi à signer des contrats avec la MTA, l'équivalent de la RATP pour New York, et ils sont en discussion avec San Francisco, et ils viennent de signer, il me semble, Montréal aussi, pour l'Amérique du Nord, pour vous donner un exemple. Donc voici le premier conseil que je vous donne, c'est trouver une niche, prenez ce pari de choisir une seule niche et un seul sujet, une industrie et un pain point dans cette industrie, pour pouvoir avoir un messaging qui soit razor sharp, qui soit le plus précis possible, et pour ensuite, évidemment, pouvoir leverager les références que vous décrochez. Je vous ai mis ici l'acronyme ICP, je ne sais pas si vous le connaissez, ça veut dire Individual Customer Persona, et c'est une bonne façon d'avoir un premier template d'analyse de vos prospects. On a une petite question, je me permets de te couper. Donc du coup, on a une question de Clément qui nous dit « Cette originalité du marché US par rapport au marché européen n'a-t-elle pas été mise en place justement pour freiner les entrepreneurs voulant s'implanter aux US et renforcer en quelque sorte le protectionnisme américain ?» Alors, de quelle originalité on parle? Sur ce qui a été évoqué juste avant. Clément, si tu peux préciser ta question. Oui, effectivement, c'était sur le début de la con, sur les technicités un peu originales du marché européen par rapport aux entreprises et au fonctionnement des entreprises européennes, pardon. Ah, d'accord. Le fait qu'il y ait plusieurs personnes pour le process de sales, par exemple? Oui, par exemple. Ouais. Alors non, pas du tout. C'est pas du tout dans un objectif protectionniste. Il y a des réflexes protectionnistes aux États-Unis. On y reviendra si ça vous intéresse. Mais là, je vous parle de bonnes pratiques business que les Américains ont mis en place par pragmatisme absolu. S'il y a plusieurs personnes sur le cycle de vente client, c'est parce que ça marche mieux et que ça leur permet d'industrialiser le process de sales de manière beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, vous regardez les success stories des entreprises de B2B SaaS américaines, ce sont des armées de vendeurs
qui ont industrialisé et automatisé le process de sales de manière extraordinairement précise et efficace, parce qu'ils ont tout fine-tune le plus possible, le mieux possible, et qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils ont une méthode qui est réplicable et qui marche très, très bien. Et c'est grâce à ce type de fonctionnement qu'ils peuvent aller voir des investisseurs et leur dire, écoutez, passez-moi 100 millions de dollars, et puis ce que je viens de développer comme recette là, je pourrais le faire avec 100 fois plus de clients, et je pourrais donc vous faire un très bon retour sur investissement. C'est grâce à ces process de sales extrêmement automatisés, extrêmement industrialisés, que ces personnes-là arrivent à convaincre des investisseurs de mettre autant de tickets sur la table. C'est pour ça qu'on entend parler des méga rounds pour les grandes entreprises américaines que vous connaissez tous, comme Uber, Airbnb. Alors, ce pas des bons exemples parce que c'est du B2C, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça répond à ta question? Je pense que c'est... Tu me concentres? Oui, Ouais. merci. Okay. Ça marche. Deuxième gros conseil que je peux vous donner, évidemment, ce sont les références. Je reviens évidemment sur le fait que c'est important d'avoir des références propres à votre niche. Vous avez l'handicap du nouvel entrant. Hein. Vous êtes un Français qui arrive aux États-Unis. La France, c'est un très beau pays et je suis quelqu'un de très chauvin. Mais quand vous êtes un Français qui vient aux États-Unis, c'est comme si demain matin, il y avait un Roumain qui essayait de vous vendre une solution. Vous allez partir du principe de dire, mais d'où il sort celui-là? Je n'ai pas besoin de lui. Donc, il faut avoir conscience de cette humilité que vous devez avoir parce que pour les États-Unis, vous n'êtes pas grand-chose. La France est un pays relativement petit et d'ailleurs, les Américains, de manière générale, sont des gens très nombrilistes. C'est un peuple qui est très centré sur lui-même, hein, qui est la première puissance mondiale et qui le sait. Et donc, ils ont quand même un peu moins tendance à écouter des personnes qui sont de l'extérieur, surtout quand il n'y a pas cette petite référence de la niche commune qui peut justement raccrocher un peu les wagons. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, 80% du business fait aux États-Unis, des produits vendus en B2B, sont des produits vendus par d'autres entreprises états-uniennes ou des entreprises canadiennes. Donc, il y a un immense marché intérieur qui, en fait, est assez renfermé sur lui-même. Pas par protectionnisme, parce que j'y reviendrai, il n'y a pas tellement de protectionnisme, en tout cas en termes de technologie software, il y en a pour plein d'autres sujets, mais plutôt par simplicité et encore une fois parce que culturellement il y a la solution à côté et qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc pour revenir à mes histoires de références, voilà, j'insiste sur le fait que c'est important d'avoir des références propres à votre niche, quitte à en avoir moins, et d'avoir des références qui sont propres au use case que vous voulez pousser sur le marché américain. Trop de fois, j'ai parlé à des entrepreneurs français qui disent qu'ils ont vendu tel produit à la Maïf, tel autre produit à la BNP et tel dernier produit à la Poste. Et du coup, à la fin, c'est illisible pour un prospect américain et ces arguments, même s'ils sont des beaux deals, n'arriveront pas à convaincre le prospect américain d'acheter votre solution. Pour vous donner aussi un autre point d'attention, c'est que certaines références françaises ne marchent pas du tout aux États-Unis, alors que d'autres marchent très bien. Évidemment, la règle principale, c'est si vous avez comme référence un champion mondial ou une entreprise connue mondialement, c'est une bonne référence pour le marché américain, à quelques exceptions près, mais des grandes références françaises, même du CAC 40 parfois, sont complètement inconnues aux États-Unis. Je vous donne un exemple, la BNP. BNP Paribas, c'est la 4e banque mondiale, c'est un géant, et c'est une merveilleuse référence si vous arrivez à bosser avec eux en France. Malheureusement, aux États-Unis, c'est inconnu au bataillon. Pourquoi? Parce que la BNP n'est pas une banque de retail aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, leur activité aux États-Unis est limitée à du capital market, et donc monsieur tout le monde n'ouvre jamais son compte en banque sur BNP Paribas. Donc, cette référence, en fait, ne marche pas du tout. Alors qu'à l'inverse, une référence qui pourtant sonne très français, Michelin, est une référence qui marche très très bien aux États-Unis. Et d'ailleurs, beaucoup d'Américains pensent que c'est une entreprise américaine. Ne me demandez pas pourquoi. Mais le résultat est que si demain vous bossez avec Michelin, c'est un vrai argument pour justifier de votre crédibilité auprès d'un prospect américain. Dernier exemple, on a accompagné il y a quelques années une entreprise qui s'appelle Illico, qui proposait des solutions logicielles pour les villes, dont d'ailleurs des produits de cybersécurité. Et ils se sont rendus compte que s'ils avaient quelques références de villes canadiennes, ça avait beaucoup plus d'impact que s'ils avaient comme référence la ville de Paris. Pourquoi? Principalement parce que les villes canadiennes sont organisées de manière plus proche des villes états-uniennes que les villes françaises. Il y a une culture du service public qui est très différente. Et ensuite, il y avait un deuxième argument quand même qui était que cette entreprise visait principalement, des villes de taille petite ou moyenne aux États-Unis. Et donc, la ville de Paris, en fait, représentait une référence qui était trop loin de la réalité de ces petites villes aux États-Unis. Voilà pour la partie des bonnes références. Si j'enchaîne sur mon troisième conseil, c'est connaissez bien votre marché. Alors,
évidemment que c'est du bon sens ce que vous ai dit, ce que je vous dis, excusez-moi. Mais c'est extrêmement important de faire le tour de votre marché aux États-Unis, qui est souvent beaucoup plus différent du marché européen ou français que ce que vous pouvez penser. Extrêmement important d'avoir conscience évidemment de votre écosystème, quels sont les grands acteurs, quels sont vos concurrents. Il est primordial de faire une analyse précise des fonctionnalités techniques de vos concurrents, de combien ils ont levé d'argent, quelle est leur force de frappe commerciale, quel est leur positionnement, quelle est l'histoire qu'ils racontent, pour que vous puissiez adapter votre propre positionnement et que votre propre discours sorte du lot. Et aussi, c'est évidemment extrêmement important de voir comment ces concurrents vendent, soit en faisant passer pour un prospect potentiel, soit en analysant un petit peu leur stratégie de content, notamment sur LinkedIn ou sur leur site internet. Il y a plusieurs techniques et je reviendrai si vous avez des questions là-dessus, mais extrêmement intéressant de faire ce travail qui très souvent est sous-estimé. Enfin, et je pense que c'est assez logique, n'hésitez pas à multiplier les touchpoints avant de vraiment venir aux États-Unis. Aujourd'hui, on est sur un contexte 2020 dans lequel le flying business n'est plus possible. Et de toute façon, ce n'est pas quelque chose que nous recommandons à long terme. Mais c'est en fait une opportunité pour vous, puisque aujourd'hui, puisque tout le monde est en télétravail, il est aussi facile d'avoir un call avec quelqu'un qui est à Boston quand vous êtes à New York, qu'avec quelqu'un qui est à Paris. Et donc, vous êtes aujourd'hui relativement plus sur un pied d'égalité avec vos concurrents américains qu'en temps normal. J'ai plusieurs exemples d'ailleurs de très beaux deals qui ont été signés par des entreprises françaises qui se sont plus ou moins fait passer par des entreprises américaines. Et les Américains n'ont pas trop vu la différence, vu qu'il n'y avait pas d'adresse physique et qu'il y avait juste l'accent français pour trahir l'origine de l'entreprise. C'est aussi vrai d'ailleurs pour les levées de fonds, avec un regain d'intérêt pour les entrepreneurs, pour les investisseurs, des investisseurs américains, excusez-moi, pour les entrepreneurs français, compte tenu du fait que les frontières aujourd'hui sont relativement secondaires, en fait, vu que nous travaillons tous sur Zoom. Test and learn, bien sûr, n'hésitez pas à tester plusieurs niches. J'ai insisté pas mal sur le fait que c'est important de trouver une bonne niche sur laquelle vous concentrer. Vous la trouverez peut-être pas du premier coup, et c'est pas grave, mais je vous encourage très fortement à faire une seule niche à la fois pour récolter le plus possible de feedback marché avant de passer à la suivante. Et puis enfin, la filiale est inévitable. Vous pouvez commencer en business, offline business ou en Zoom business, bien sûr. Si vous voulez grandir aux États-Unis et avoir plus que 2-3 références, créer une structure juridique dans le Delaware est une formalité juridique qui vous prendra 1 000 ou 2 000 euros. Et c'est extrêmement important pour avoir une facturation aux États-Unis et avoir une adresse de facturation, évidemment, pour payer ses impôts aux États-Unis, du moins les taxes. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ? Pour l'instant, pas de questions spécifiques, mais je encourage tout le monde à les poser dans le chat s'ils en ont au fur et à mesure, et je te préviendrai si. Il y a une question de Julie. Julie, je t'en prie. Oui. La filiale est inévitable, je suis d'accord. Est-ce que tu recommandes l'associé américain aussi ou pas ? Ce sont deux choses que je recommande de décorréler. Si vous êtes dans une logique à moyen terme d'être plutôt opportuniste sur le marché américain, vous pouvez créer la filiale et commencer à facturer les quelques références que vous avez réussi à choper. L'associé américain est inévitable à partir du moment où vous voudrez scaler au marché américain, vous voulez embaucher des personnes sur place. Dans ce cas-là, oui. Il n'y a qu'un Américain qui peut vraiment vendre à un Américain et vous devrez faire un investissement extrêmement lourd parce que les Américains coûtent très cher, mais qui vaudra le coup pour trouver un GM qui sera complètement culturellement imprégné dans la culture de vos prospects. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Partez au bon moment aussi, évidemment. Alors, c'est assez logique. Alors, je vous prie de m'excuser, je viens de me rendre compte que les bullet points ne sont pas mis à jour. Il y a une animation qui ne marche pas, mais partez au bon moment, ça veut dire pas trop tôt, bien sûr, parce que vu que les États-Unis coûtent extrêmement cher, ça peut être un risque pour votre entreprise. Donc, ne partez que si vous êtes prêt à budgéter. Ce que je dis généralement, c'est que si vous voulez créer une filiale aux États-Unis et avoir une présence locale, il faut que vous ayez budgété $1 million ou $1 million sur les 18 premiers mois, parce que c'est ce qui représente l'investissement concret de ce que vous devrez faire en termes d'embauche pour les premiers Américains, comme je venais de le dire, de marketing, de sales, et puis aussi évidemment de création de coûts fixes propres à la filiale. Partez au bon moment aussi, ça veut dire pas trop tard, parce que si vous partez trop tard, pour beaucoup d'entre vous, ce sont des solutions de haute technologie dans lesquelles vous n'êtes pas les seuls acteurs et vous laisserez plus d'espace pour vos concurrents américains pour venir. Et donc, le bon moment pour partir dépend d'une entreprise à une autre. Je n'ai pas de recette miracle pour vous, mais gardez en tête qu'un certain sweet spot pour beaucoup d'entreprises françaises se situe autour de la série A.
Une entreprise qui a déjà levé quelques millions d'euros, qui a déjà quelques jolies références françaises et européennes et qui, à ce moment-là, veut scaler, passer à l'étape supérieure et venir aux États-Unis. Gardez en tête que si vous voulez le faire et si vous voulez le faire vraiment, ça suppose un sacrifice parce que rien n'est gratuit. Alors, j'ai parlé d'argent, mais ça représente aussi un sacrifice en termes de priorité. Beaucoup d'entreprises françaises viennent aux États-Unis, créent une présence locale, mais gardent un focus sur l'Europe. Et il faut que vous gardiez en tête que si vous venez aux États-Unis, ça voudra dire que vous acceptez la possibilité que vous allez perdre des deals en Europe, mais vous allez peut-être en gagner aux États-Unis et les deals aux États-Unis seront probablement beaucoup plus juteux. C'est un choix, mais c'est un choix qu'il faut assumer. Et si vous êtes un peu entre les deux, ça peut être risqué pour vous. Enfin, entourez-vous des bonnes communautés. Toute communauté est bonne à prendre. Vous êtes ici dans une communauté d'alumni d'une très belle école. C'est une bonne pratique. Il y a d'immenses opportunités avec les communautés d'expatriés français aux États-Unis et au Canada. Il y a plusieurs réseaux que je peux vous recommander, que ce soit les chambres de commerce ou French Founders, qui fait des choses intéressantes. Dans tous les cas, je vous recommande à multiplier les cercles, également les cercles de l'embauche américaine que vous aurez si vous voulez y aller à fond. Il y a plusieurs autres façons, évidemment, pour s'entourer, ce soit pendant les salons et les événements. J'en ai déjà parlé. Il est évident qu'il faut que vous connaissiez les quelques grands salons aux États-Unis, au premier lieu duquel le RSA, qui est le grand messe de la cybersécurité à San Francisco chaque année, qui est prévu pour mai prochain, même si aujourd'hui on est sur un format digital, ce qui d'ailleurs est une opportunité pour beaucoup d'entre vous. Et puis enfin, il y a des programmes d'accélération. Alors je vous en parlerai, Business France en organise, mais on n'est pas les seuls, loin de là. Dans tous les cas, je vous encourage à regarder les différents acteurs qui sont présents. Il y a des acteurs évidemment très connus, privés, comme Y Combinator ou Techstars, qui peuvent valoir le coup pour des entreprises françaises. Et si certains d'entre vous veulent plus d'informations sur le sujet, je serais ravi de vous aider. Et de manière générale, ne vous isolez pas. La Silicon Valley et la culture américaine est très ouverte. Il y a un sense of goodwill propre aux entrepreneurs américains qui, pour beaucoup, ont été mentorés eux-mêmes par des entrepreneurs avant eux et qui sont prêts à give back, à passer du temps avec vous. J'ai beaucoup d'exemples d'entrepreneurs français qui ont juste envoyé un cold email à un entrepreneur américain d'une entreprise plus mature en disant « Écoute, j'ai mon business, je fais ça, j'ai des challenges, est-ce que tu accepterais de passer 30 minutes avec moi pour me donner des conseils ?» Et ils sont surpris d'avoir des réponses assez régulièrement et d'avoir des Américains qui acceptent de passer du temps et de donner des conseils qui valent de l'or auprès de nos entrepreneurs français qui pourtant sont encore nouveaux sur ce marché. Gardez en tête qu'il y a une culture de give back aussi et que si vous voulez créer un réseau qui fonctionne, il faudra à un moment ou à un autre rendre la faveur à ces personnes-là qui vous donnent des conseils, que ce soit en faisant des intros vous-même avec des personnes de votre réseau qui sont pertinentes ou parfois en un lead grâce à quelqu'un que vous avez rencontré sur un salon. Enfin, gardez en tête cette idée encore un peu transactionnelle propre au networking à l'américaine. Et puis le mot de la fin, soyez humble. Le marché américain est extrêmement dur, je vous l'ai dit. Les Américains sont connus de manière générale pour être très extrovertis et très arrogants. Ils peuvent paraître comme très arrogants. Vous serez surpris d'apprendre que les Français souvent paraissent arrogants pour les Américains, pas parce que nous sommes bruyants, que nous prenons beaucoup de place ou que nous utilisons beaucoup de superlatifs dans nos phrases, mais parce que nous prenons un air un peu supérieur propre à notre réserve un peu cartésienne. Je vous encourage à être très humble et à toujours poser des questions, toujours chercher du feedback, toujours partir du principe que la personne en face de vous a quelque chose à vous apprendre. C'est ce bon mindset qui, de manière générale, je recommande pour les entrepreneurs, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, mais c'est ce bon mindset qui est un pattern très clair pour les entrepreneurs français qui ont réussi aux États-Unis. Voilà pour les quelques conseils que j'avais à vous donner, qui sont très génériques. Ce que je vous propose aujourd'hui, rapidement, là, c'est de faire 2 case studies de 2 entreprises de cybersécurité françaises, enfin une seule pour l'instant, on en fera une deuxième tout à l'heure, pour une entreprise de cybersécurité française qui a assez bien réussi sur le marché américain. Certains d'entre vous la connaissent peut-être, c'est une entreprise qui s'appelle CryptoSense, une startup de cybersécurité plutôt sur les sujets de cryptographie. Donc, le CEO est un chercheur en cryptographie de l'INRIA qui a ensuite développé une solution pour aider les banques à améliorer leur process de migration cloud. Je vais revenir un petit peu plus sur ce que ça veut dire exactement, mais c'est un excellent exemple pour le sujet que je vous ai donné tout à l'heure, qui est le sujet de niche. Pourquoi ? Parce que CryptoSense, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui propose de faire une analyse des cryptographies
pour les systèmes legacy, donc on-premise, ça veut dire sur les serveurs des banques. Pourquoi? Parce que les banques sont généralement des grandes institutions qui ont plusieurs décennies de dette technique derrière elles et beaucoup de lignes de code sur des langages parfois complètement obsolètes, comme le COBOL, et toujours sur des serveurs en physique par opposition à beaucoup d'autres entreprises qui sont déjà passées sur le cloud. Ces banques, aujourd'hui, elles essaient de passer sur le cloud, mais c'est un cauchemar, pour être très clair, et ça prend des années et des années pour elles de réussir à mettre en place tous leurs systèmes tels qu'ils sont sur leur serveur et les mettre sur le cloud. Pourquoi? Parce qu'une partie de leur dette technique, une partie du code qui est sur ces serveurs est incompréhensible, même pour eux. Il a été écrit il y a des décennies par des personnes qui sont parties sur des langages qui sont obsolètes. Et CryptoSense propose d'analyser ces langages et d'en déduire les failles de cybersécurité propres à la cryptographie, ce qui permet aux banques de faire des migrations de bulk de code sans être sûr de ce qu'il y a dans le code, mais d'être sûr au moins qu'il n'y a pas de faille de cybersécurité. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement précis, mais CryptoSense a trouvé sa niche dans laquelle ils savent aujourd'hui qu'ils ont peu de concurrents, du moins peu de concurrents directs, ils en ont bien sûr, mais ils ont un sujet sur lequel ils savent qu'ils sont experts et sur lequel ils ont des références propres à ce sujet et qui du coup sont valables partout. Aujourd'hui, ils ont comme référence notamment Barclays, qui est une grande banque britannique, et aussi d'autres références que je ne peux pas ici citer dans cette conférence, mais qui marchent très bien pour les Américains, même si en fait, ils n'avaient pas de référence américaine avant de venir aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est une entreprise d'ailleurs qui s'est installée et qui a participé au programme Impact, un programme dont je vous ai parlé en intro, et qui est aujourd'hui accompagné par un fonds d'investissement qui s'appelle JVP, Jerusalem Venture Partners, qui est un des plus gros fonds d'investissement de cybersécurité au monde et qui, vous en doutez ou non, vient d'Israël. Voilà pour la première partie sur les bonnes pratiques de manière générale sur comment vendre aux États-Unis. On va parler maintenant un petit peu plus précisément des sujets de cybersécurité et puis on terminera, si vous le voulez bien, sur les sujets des tendances de la cybersécurité aux États-Unis, parce que là aussi, il y a beaucoup à dire. Et donc, je vais aller vite parce que je vois le temps qui avance. Premier sujet important à garder en tête, c'est « Beware of what your prospect thinks and will remember ». C'est très important, et je reviens là-dessus, de bien insister sur le buyer persona propre à votre solution. Beaucoup trop d'entrepreneurs français ont tendance à vouloir parler exclusivement au... comment est-ce qu'on dit en français? C'est le RSSI, Jérôme, le ciseau? Oui, exactement, RSSI, c'est ça. C'est ça, hein, c'est le RSSI, parce que c'est le responsable évidemment de la cybersécurité. C'est souvent quelqu'un aux États-Unis qui en fait décide de la stratégie. Il influence évidemment les grands choix de budget. Il faut lui présenter une vision et il faut rarement lui présenter un produit précis. Il en renverra généralement vers des personnes en dessous de lui, que ce soit au niveau VP ou directeur, qui sont responsables d'un budget, chacun d'un budget différent. Et ce sont souvent ces personnes en dessous de lui qui signeront le contrat et qui auront un peu plus l'oreille tendue pour des sujets de ROI notamment. Voilà, intéressant de prendre en compte ces différents buyers personnels, le ciseau évidemment qu'on garde en tête et qui reste pertinent au moins pour garder le contact et puis pour faire la brand awareness sur votre solution que vous essayez de vendre. Le VP Director qui souvent a un peu plus l'ownership sur le budget. Et puis évidemment, il y a le business user dans lequel vous avez un immense enjeu d'adoption parce que beaucoup de solutions de cybersécurité sont en fait utilisées par des gens qui ne sont pas des experts de cybersécurité. Et donc, c'est souvent des champions intéressants pour vous. Je reviendrai d'ailleurs sur l'exemple d'une entreprise française qui a eu des challenges sur ce sujet plus tard. Quelques mots aussi également sur la gestion du business meeting en eux-mêmes, que vous soyez en business meeting avec le CISO, le VP Director ou le business user. Gardez en tête quelques bonnes pratiques que je vous transmets ici. La première, c'est time is money. Alors, j'insiste un petit peu sur ce pragmatisme, sur cette efficacité à l'américaine. Elle est extrêmement importante. Les Américains évaluent le respect et l'estime que vous avez pour eux à la façon dont vous allez gérer leur temps. Si vous arrivez avec 1 minute de retard à un call vis-à-vis d'un Américain, 1 minute, tout de suite, vous avez perdu des points. Tout de suite. Je suis aux États-Unis, moi, depuis 3 ans. Depuis 3 ans, je n'ai jamais eu un meeting avec un Américain où il était en retard. Jamais. Pas une fois. 0. C'est arrivé plusieurs fois qu'il m'envoie un email, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure avant, en disant « Écoutez, j'ai un problème, je suis coincé dans le métro, il y a des bouchons, je ne serai pas à l'heure. » Bien sûr. Mais jamais la personne est arrivée avec ne serait-ce que 30 secondes, 1 minute de retard sur un call. Partez du principe que si vous avez un meeting avec un Américain, vous devez être connecté sur votre Zoom 5 minutes avant. C'est le standard.
Et j'insiste un petit peu là-dessus, quitte à être un peu extrémiste, mais parce que c'est extrêmement important. Et même si vous arrivez avec 5 minutes de retard, l'Américain fera ce qu'il faut pour vous sentir à l'aise. Donc, vous aurez l'impression que tout va bien, sauf que derrière, dans sa tête, vous aurez perdu des points. Donc, j'insiste pas mal là-dessus. Deuxième point, évidemment, le premier call que vous avez avec un client, avec un prospect, excusez-moi, a pour objectif non pas de vendre votre solution, mais de savoir si la relation fait sens. Et je reviendrai un peu là-dessus si certains d'entre vous ont des questions. Les business meetings aux États-Unis se déroulent toujours de la même manière. Les 5 premières minutes, la personne demande « Ok, qu'est-ce que vous attendez de ce meeting ?» Voilà, bon, moi j'attends de ce meeting de vous présenter ma solution, de voir si c'est intéressant pour vous, éventuellement de voir en interne qui de l'entreprise où vous travaillez pourrait être la bonne personne avec qui je peux parler. Vous, qu'est-ce que vous attendez de ce meeting? Moi, ce que j'attends, c'est de voir si votre solution répond à tel problème que moi j'ai. Et au moins, les règles sont claires. Il y a un certain pragmatisme à l'américaine fait que dans les 5 premières minutes, vous savez comment le meeting va se passer, vous savez si c'est intéressant ou pas. Et ça arrive d'ailleurs qu'au bout de ces 5 premières minutes, excusez-moi, l'américain dise « Écoutez, très bien, merci de m'avoir éclairci là-dessus. Je pense que ce meeting ne fait pas de sens. Je vous propose qu'on s'arrête là. » Et c'est pas grave. C'est même d'ailleurs mieux de le suivre à ce moment-là plutôt que de le forcer la main et de vouloir rester plus longtemps en call, pour lui montrer encore une fois que vous valorisez son temps et pour gérer la relation qui pourra vous servir éventuellement pour faire une intro à la bonne personne derrière. 2 autres gros objectifs évidemment dans ce call, qualifier les besoins de votre prospect, c'est le moment où vous posez des questions et où vous pourrez avoir plus de billes éventuellement derrière pour réussir à vendre votre produit. Et puis connecter, soyez personnel et chaleureux. Nous, Français, on a beaucoup de mal à parler de choses personnelles. On fait souvent la comparaison entre une noix de coco et une pêche. Les Français, c'est la noix de coco, c'est un extérieur dur, mais ensuite, quand vous arrivez à briser la noix de coco à l'intérieur, c'est doux et moelleux. Ça veut dire qu'on n'est pas très chaleureux en premier abord, mais pour nos amis qu'on connaît bien, évidemment, on devient très intime. C'est exactement l'inverse aux États-Unis de la pêche qui a un extérieur moelleux et un noyau dur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un Américain, au bout de 5 minutes, il peut vous parler de ses enfants et de sa femme. En revanche, ce sera très compliqué d'en devenir un ami à long terme, sauf avec beaucoup plus d'interaction. Donc voilà quelques mots là-dessus. Deuxième case study pour vous, je vous parle d'une autre entreprise française qui s'appelle Datadome. Pour ceux qui ne connaissent pas Datadome, c'est une solution de bot protection. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle permet d'éviter à ce que des bots soient présents sur votre site internet, sachant qu'il y en a des bons et des moins bons, évidemment. C'est une société qui vend ces solutions à des entreprises d'e-commerce notamment. Et c'est une startup qui fonctionne exclusivement en inbound. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, ils ont très peu de vendeurs qui vont aller voir leurs prospects. Et en revanche, ils ont toute une stratégie de content pour proposer des white papers, pour proposer des bonnes pratiques, des articles, des podcasts et des webinars sur comment mieux gérer son site e-commerce, comment réduire le nombre de bots sans forcément passer par leur solution. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à se créer une crédibilité, à apporter de la valeur à leurs prospects. Et donc, ces prospects ici, évidemment, derrière, sont beaucoup plus intéressés pour faire du business avec eux. Une entreprise d'ailleurs qui est aux États-Unis depuis maintenant 2 ans, 1 an et demi, excusez-moi, et qui a aussi fait le programme Impact d'ailleurs, mais qui a signé un très bon contrat avec New York Times l'année dernière, juste avant d'ailleurs les élections américaines, ce qui est quand même très bien vu parce que le trafic du New York Times a augmenté d'un coefficient 10 depuis l'année dernière suite à la couverture des élections américaines. Autre exemple que je peux vous donner rapidement, c'est Vadesecure, une autre entreprise française bien implantée aux États-Unis. C'est un ex-40 pour le coup, très très belle entreprise qui est basée à San Francisco, qui propose des solutions contre le phishing. Elle, pour le coup, a une stratégie complètement différente qui passe exclusivement par des partenaires, en l'occurrence Microsoft, puisque leur solution s'intègre directement avec la suite Office 365. C'est une entreprise qui a très bien réussi à trouver sa niche aussi en passant par son partenaire et en proposant cette proposition de valeur à Microsoft en disant on vous protège et on protège vos clients, en échange de quoi vous poussez notre solution. Et c'est un deal gagnant-gagnant propre aux Américains qui a très bien marché. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, Jérôme. Tu vois Enfin, il est 50, mais tu as encore 5-10 minutes si besoin. Moi, je trouve ça un peu passionnant, donc n'hésite pas. Enfin, je préfère passer un peu plus de temps sur le contenu s'il est intéressant, avec grand plaisir, au contraire. Ok, super. Bon, alors du coup, je vous propose de terminer cette présentation avec quelques mots sur les grandes tendances de la cybersécurité aux États-Unis. Je reviens une seconde sur la taille du marché, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant de noter, c'est le prix moyen d'une fuite de données. Il y a un rapport de McKinsey qui est sorti il y a quelques mois que je transmettrai à ceux que ça intéresse, qui analyse le coût moyen d'une fuite de données aux États-Unis. On était sur 3,4 millions de dollars en 2006, on est monté à 8 millions en 2010. En 2019, excusez-moi, c'est une autre typo.
Et je vous parie volontiers qu'on dépassera les 10 millions en 2021. Notamment sur les sujets de santé, et j'y reviendrai aussi, puisque en moyenne, les fuites de données en santé coûtent 65% plus cher que le coût moyen d'une fuite de données d'une autre industrie. Donc on est très vite sur du 5-6 millions de dollars, pardon, pour ce genre de choses. Ce coût est extrêmement important parce que c'est une façon pour vous, quand vous allez vendre vos solutions à des entreprises américaines, de parler de ROI. Or, le ROI en cybersécurité est quelque chose de très abstrait puisque par définition, on protège quelque chose, on n'a pas envie que ça arrive. Donc, le coût est quelque chose de toujours un peu complexe à gérer. C'est un des chiffres que je vous recommande d'utiliser. Il y en a d'autres dans le rapport de McKinsey que je pourrais transmettre à ceux que ça intéresse. Autre point intéressant, et ça c'est une très bonne nouvelle, on est aujourd'hui sur près de 3/4, 78% pour être exact, des budgets de cybersécurité des entreprises américaines qui sont gérés par des external services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3/4 des budgets sont faits pour acheter des solutions, des logiciels, notamment les vôtres si vous jouez bien. Et donc ça veut dire qu'il y a une manne immense d'opportunités pour les entreprises françaises, mais pas seulement. Et enfin, j'en ai parlé en introduction, c'est un marché immense, on est sur 173 milliards de dollars. Et le même rapport de McKinsey parle de près de 270 milliards en 2026. Quelques tendances pour vous. La première, et je pense que c'est aussi vrai en France, il y a un talent pool extrêmement réduit. On est près de 140 000 jobs de cybersécurité non pourvus aux États-Unis sur l'année 2020. Ce chiffre va augmenter en 2021, même si plusieurs initiatives aux échelles fédérales et propres à chaque État ont déjà été faites aux États-Unis avec plusieurs universités et plusieurs cours dédiés qui ont été lancés. Mais aujourd'hui, il y a toujours un immense manque d'experts de cybersécurité, ce qui va encore une fois dans votre sens, puisque moins il y a d'experts et plus il faut externaliser évidemment ces services-là avec des logiciels potentiellement français. Autre grande tendance sur l'année 2020, c'est l'année des PME, SMI en anglais, pour la cybersécurité, qui jusqu'à maintenant était quand même beaucoup un sujet propre aux grandes entreprises. Les PME se dotaient des solutions basiques, mais n'allaient pas beaucoup plus loin. Aujourd'hui, de plus en plus, les PME sont en train de se doter de solutions de cybersécurité sur plusieurs sujets importants, propres d'ailleurs au télétravail, ce sera le point suivant. Et c'est lié à plusieurs choses. C'est lié notamment au fait que le coût relatif d'une fuite de données est beaucoup plus élevé pour une PME que pour un grand groupe. Pour vous donner un ordre de grandeur, le coût moyen, encore une fois, d'une fuite de données, c'est 204 $ par employé pour un grand groupe américain, alors que c'est près de 5 433 $ pour une PME. En fait, le coût est carrément prohibitif pour une PME qui est souvent beaucoup moins dotée aussi en assurance et en provision de manière générale pour ce genre de coût. Troisième point, évidemment, c'est le télétravail. On est tous depuis 6 mois en télétravail partiel ou complet. Pour rappel, je peux vous faire une rapide récap là-dessus. Les États-Unis n'ont jamais fait un confinement comme la France. On est sur un confinement qui a été choisi, décidé à l'échelle municipale ou à l'échelle de l'État, propre à chaque région. Aujourd'hui, en ce moment d'ailleurs, la San Francisco et toute la Californie sont en confinement pour un confinement assez proche de ce que vous avez en France. New York, à l'inverse, n'est pas du tout en confinement. Je peux par exemple aller au travail demain matin si je le souhaite, même si les chiffres continuent à augmenter. Donc on est sur des chiffres un peu différents. Gardez en tête que sur 2020, on est sur une moyenne de 70% du secteur des services en télétravail aux États-Unis. Évidemment, ce télétravail a créé de nouvelles normes et des nouvelles, ce qu'on appelle des surface threats pour les CISO. On parle principalement de l'Identity Access Management et de Endpoint Security, qui sont deux des thèmes les plus poussés sur 2020 en cybersécurité aux États-Unis. Et enfin, dernier sujet, j'en ai un petit peu parlé avec CryptoSense tout à l'heure, il y a un immense sujet de cloud hybride, et ça pour le coup, ça ne concerne que les très très grandes entreprises américaines qui ont toute cette dette technique on-premise, donc sur leur serveur, qu'ils ne peuvent pas transmettre comme ça du jour au lendemain sur le cloud, que ce soit chez Google, chez IBM ou encore chez Microsoft, et qui du coup sont obligés de trouver des solutions qui permettent de boucher les trous et de gérer toutes ces failles nouvelles propres à des infrastructures IaaS hybrides, un peu sur le cloud et un peu sur des serveurs physiques. Voilà pour les quatre grandes tendances que je voulais partager avec vous. Pour parler un petit peu des industries à prioriser, alors
je ne vais pas vous faire changer d'avis si vous avez déjà des plans, mais 3 industries qui marchent très bien en 2020 et qui marcheront très bien en 2021. Évidemment, c'est la santé. La santé, ça marche très bien pour tout en ce moment. Il y a eu un immense sujet sur l'IP, l'Intellectual Property des vaccins, avec plusieurs entreprises pharmaceutiques américaines et françaises notamment, qui se sont dotées de solutions de cybersécurité à la dernière minute pour se prémunir potentiellement de se faire voler leur niveau de recherche sur les vaccins pour le Covid. Il y a une protection des hôpitaux aussi, et je vous prie de m'excuser pour la typo. Et il y a aussi, de manière générale, une protection des données personnelles avec une démocratisation de l'IoT sur les sujets de santé. Ça, c'est vrai aux États-Unis comme ailleurs. Deuxième grand sujet, évidemment, c'est le e-commerce qui a explosé, plus de 5% sur 2021. Plusieurs sujets propres au e-commerce. Il y a évidemment la question du paiement en ligne et des fraudes qui sont associées. On peut parler notamment de l'account takeover et des attaques de déni de service, qui sont d'ailleurs des sujets qui sont traités par l'entreprise Datadome dont je vous ai parlé d'avant, puisque le déni de service fonctionne avec des bots et que si vous avez une bonne solution qui vous permet d'empêcher les bots de se connecter à votre site internet, vous évitez ce genre de solution. Dernière grande verticale dont je voulais vous parler, ce sont les villes, de manière générale, le secteur public. Les villes américaines sont attaquées de toutes parts par des attaques de ransomware depuis maintenant 2 ans, avec des rançons qui dépassent généralement les dizaines de milliers de dollars. Aujourd'hui, plusieurs initiatives à l'échelle de l'État, notamment de New York, et à l'échelle fédérale sont en discussion pour interdire aux villes la possibilité pour leur empêcher de payer les rançons. La politique est assez claire, c'est de dire quelques villes auront forcément des problèmes puisqu'elles auront perdu l'accès à leurs données, mais les suivantes ne seront plus attaquées puisque les hackers auront bien compris qu'il n'y aura aucun rançon à la clé. Il y a évidemment eu un immense sujet sur les élections. Vous avez tous entendu parler de toutes les questions de hacking des élections 2016. Le sujet est revenu sur le tapis en 2020 avec de grosses initiatives fédérales qui ont été mises en place sur le sujet. Pour le coup, ça a assez bien marché. Même si vous en avez peut-être entendu parler, nous venons d'apprendre qu'il y a eu plusieurs hackings de plusieurs grandes agences publiques américaines la semaine dernière, notamment des agences de renseignement. Et la CIA notamment. Donc c'est un sujet en devenir. J'insiste un peu tout de même sur le fait que pour les entreprises françaises, ce sera principalement les sujets des ransomware qui seront pertinents. Les sujets des élections et les sujets de hacking des agences publiques, notamment des agences de renseignement, sont beaucoup trop sensibles pour externaliser auprès d'entreprises étrangères. Et là, pour le coup, il y a un vrai protectionnisme et c'est compréhensible. Voilà, j'ai presque terminé mon discours, Jérôme. Je vous ai mis ici quelques références et quelques grilles de lecture si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là. IBM et Verizon, et puis McKinsey que je n'ai pas mis ici, mais je vous enverrai si ça vous intéresse. On fait d'excellents white papers qui résument un petit peu ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Un très bon livre aussi, si vous voulez aller plus loin, qui s'appelle Cyber Warfare, qui donne une très bonne culture générale sur les sujets cybersécurité, avec, pour le coup, probablement un sujet intéressant pour vous de l'école de guerre économique, puisqu'on parle pas seulement de cybersécurité du domaine privé, mais également des sujets de guerre économique, justement. Voilà, juste pour terminer, je voulais juste vous faire un petit shout-out sur le fait que nous avons des actions pour aider les entreprises cybersécurité françaises qui veulent venir aux États-Unis. Je vais vous en parler de 2 très rapidement. La première, c'est le programme Impact, qui est un programme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai mis ici quelques chiffres sur le track record. On en est à la 8e édition, ça a commencé en 2014. Et nous avons dépassé le $1 milliard levés post-programme, avec notamment une licorne, Miracle, qui est passée par nous en 2016, excusez-moi, et plus de 6 entreprises qui ont fait des exits. Ça veut dire qu'elles ont revendu. Une exit, ça peut aussi être un IPO, mais on n'en a pas encore. Et puis, évidemment, nous avons le RSA, qui est un programme que nous organisons autour du salon du même nom, qui a lieu en mai prochain à San Francisco, le programme Pixar Digital, et qui proposera d'aider les entreprises françaises à se connecter à des ciseaux d'entreprises américaines pertinentes. Je vous ai mis ici quelques références de startups de cybersécurité françaises avec lesquelles nous avons travaillé. Je vous ai parlé de Datadome, de Adescure et CryptoSense. On vient de terminer un programme où on a accompagné d'autres entreprises comme PurpleMet, Audaceva et Brainwave. Et puis nous avons accompagné en début d'année aussi Tetris, dont vous avez sûrement entendu parler, puisqu'ils ont fait une très belle levée de 20 millions le mois dernier, ou encore Cybele Angel, qui est installé à New York depuis maintenant 5 ans. Voilà. J'ai terminé, Jérôme. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Vraiment merci parce qu'il y avait des conseils à la fois extrêmement pratiques et je pense que c'est
c'est ce qui plaît à tout le monde. Et moi, le premier, quand on s'intéresse à ce marché qui peut parfois paraître vague, quand on ne l'a jamais testé ou qu'on n'y est même Ouais. jamais allé et qu'on ne sait pas vraiment ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si, pour l'instant, il n'y a pas de questions particulières. Moi, j'en ai une et je vous encourage, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat et je les poserai à Paul juste après. Euh, est-ce qu'il y a des villes aujourd'hui ou des hubs qui sont recommandés, qui sont plus plébiscités par les startups en général? Et puis, pour le coup, est-ce qu'il y a des spécificités sur le cyber? Mais parce que c'est vrai que bon, New York, il s'y passe beaucoup de choses, et tu l'as dit, San Francisco aussi, mais on voit par exemple Boston qui, de ce que j'en ai entendu, monte pas mal en puissance sur ces sujets-là. Euh, Est-ce qu'il y a des villes qui sont à favoriser et qui peut-être peuvent amener aussi un coût, pour ce que j'ai entendu sur Boston, c'est que la vie est tout aussi plaisante, mais qu'au-delà de ça, il y a une vraie dynamique business avec des coûts, tu parlais de coûts tout à l'heure, avec des coûts qui sont quand Ouais. même bien moindres que New York, alors qu'on est seulement à quelques heures en voiture de New York, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, il y a plusieurs critères à garder en tête quand vous voulez choisir où est-ce que vous allez vous implanter. Le premier, c'est où sont vos clients, hein. Si vous êtes sur une solution qui vend à des entreprises privées ou au contraire plutôt à des trucs publics, DC, hein, Washington est une option très logique pour vous et il y a un immense écosystème de cybersécurité propre à la capitale américaine qui fait qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Boston fait beaucoup de sens si vous êtes sur de l'IoT ou sur des sujets de santé et biotech, moins de sens si vous êtes sur des sujets financiers, par exemple, où New York est inévitable. Ce que je peux te dire en termes de dynamisme de l'écosystème, c'est que San Francisco profite du RSA, qui historiquement quand même est une toute petite conférence entre cryptographes et qui est devenu aujourd'hui le grand maître de la cybersécurité quasi mondiale, hein. New York a mis en place un immense programme de partenariat public-privé depuis maintenant 2 ans pour promouvoir la cybersécurité à la ville. Le maire de New York a dit de manière concrète qu'il espérait que New York devienne la nouvelle capitale de la cybersécurité au monde. Donc il y a un immense investissement public-privé qui a été fait avec la création de 2 cyber hubs qui sont des hubs propres à la cybersécurité qui ont été poussés par JVP, le VC dont je vous ai parlé tout à l'heure, Jerusalem Venture Partners, et un autre qui s'appelle le SOSA, qui pour le coup est une organisation propre à la ville de New York. Et Donc ça, il y a des choses intéressantes à faire là-dessus. Et on voit qu'il y a quand même enfin, ce sont quand même de très belles initiatives, étant donné qu'on suit un peu la marche comme d'habitude en France, mais avec la création du cybercampus et de Voilà, tout ce tout à genre fait. de choses qui arrivent, qui sont nouvelles ici, mais qui existent ailleurs, parce que tu parlais d'Israël, mais il y a Beersheba aussi, où ils ont leur campus cyber qui est aussi un beau modèle et qui fonctionne très bien. Donc, il y a effectivement de belles choses à suivre et de beaux exemples. Et je suis très content que que tu nous aies partagé quelques petits tips. Si ça peut aider, vraiment, encore une fois, merci beaucoup et très sincèrement parce qu'il y avait des conseils qui étaient euh, qui sont hyper utiles. Et au-delà de ça, et des personnes qui sont venues, je sais qu'il y a certains fondateurs ou certaines personnes qui travaillent dans des startups qui sont parmi nous et je les remercie d'avoir participé ce soir. Et puis même pour toutes les autres personnes, je pense qu'il y a, ne serait-ce que sur la conduite des meetings et toutes les choses que tu as données, il y a quand même des bonnes pratiques à garder, même si on ne bosse pas aux États-Unis. Enfin, je veux dire, il y a quand même des Bien choses qui sûr. peuvent être appliquées quand tu parlais tout à l'heure de la définition des personas pour définir son process de sales et tout ça, même en étant sur un marché européen, c'est des choses qui fonctionnent Ouais. qui fonctionnent quand même assez bien, qui doivent être adaptées, comme sur tout marché. Mais il y a effectivement des conseils très précieux à garder, donc je te remercie beaucoup pour ça. Et puis félicitations à Business France pour tout ce que vous faites pour les entreprises qui se développent à l'étranger, parce que c'est quand même un beau défi et pas facile pour tout le monde, surtout quand on a eu une première expérience là-bas, il y a certaines facilités, mais d'arriver là-bas dans un nouveau pays, surtout si on a la famille qui suit avec et tout, alors là, bon, c'est notre histoire, mais ça fait beaucoup de choses à penser. Et donc, merci pour l'accompagnement que vous proposez. J'encourage tous les entrepreneurs qui sont parmi nous, et puis aussi les autres, mais surtout les entrepreneurs qui sont parmi nous, à regarder ce que fait Business France, à rentrer en contact avec Paul. Si besoin, vous aurez ses coordonnées. Enfin, de toute façon, vous avez son nom, que ce soit sur LinkedIn ou autre, vous le trouverez. Et puis, n'hésitez pas, si jamais il y a des éléments, des questions que vous avez auxquelles on n'aurait pas répondu ou autre,
à me les envoyer et je ferai la passerelle, je les enverrai à Paul. En tout cas, donc, cette conférence sera diffusée en replay, je pense, d'ici la fin de la semaine, pour que vous puissiez revoir s'il y a certains morceaux aussi. Pourquoi pas vous lancer, parce que c'est des conseils qui sont quand même très vrais aujourd'hui, mais qui le resteront dans le temps. Donc, si dans un an et demi, vous lancez votre startup aux US, vous pourrez revenir voir la conférence et ça vous servira de bonne base de connaissances. Puis, n'hésitez pas à la partager à tous vos amis entrepreneurs. En tout cas, Paul, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant et je t'encourage à. Enfin, je t'enverrai l'extrait du chat, mais tu verras. Donc, il y a beaucoup de remerciements et de personnes qui disent que c'était très pragmatique et intéressant. Donc, je t'en remercie beaucoup. Avant de laisser un petit mot de fin à Julie, je vous remercie tous pour cette année avoir participé à tous nos événements. Je ne sais plus combien on en a fait, mais on a 2 à 3 par mois, donc ça fait un petit paquet. On a un beau programme qui arrive sur 2021 et on a à peu près 4000 personnes qui ont participé aux divers événements sur l'année. Donc, nous vous tiendrons au courant et je vous invite à suivre tous les réseaux de l'AEGE, donc de l'Association des anciens de l'école de guerre économique, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, ou tous les réseaux qui vous plaisent. Julie, un petit mot de ton côté ? Moi, je voulais te remercier de nous avoir associés, puisque c'est le dernier événement de l'année pour le Club Cyber, mais c'est le premier événement du Club Startup, donc on est très fiers. Merci beaucoup. Et merci infiniment, Paul. C'était extrêmement clair, extrêmement utile. Impeccable. Merci beaucoup. Parfait. Bon, ben, je vous propose de conclure et puis de pouvoir libérer tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Paul, bon retour en France pour les vacances. Et puis, au plaisir de se croiser ici ou là-bas. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Ciao.